Merci beaucoup, merci de cette introduction et merci de cette invitation. Je suis ravi de participer à ce cycle de conférences et effectivement, comme tu l'as dit, le fait que ce soit un cycle interdisciplinaire me paraît particulièrement bienvenu quand on parle de l'Europe. C'est difficile aujourd'hui de parler d'Europe et notamment de parler de démocratie européenne sans avoir un certain bagage ou sans tenter de s'intéresser à ce qui s'écrit, pas seulement dans sa discipline, par exemple dans mon cas la science politique ou la sociologie politique, mais ce qui s'écrit en droit, en économie, en histoire. Et c'est un peu la particularité, enfin c'est pas la particularité de l'Union européenne, c'est pas si singulier que ça, mais malgré tout, on mesure bien aujourd'hui, en quelque sorte, que dans les débats sur la démocratie européenne, si on ne tente pas de nouvelles formules d'interdisciplinarité, il me semble qu'on a bien du mal à comprendre, je ne sais pas, les débats qui vont de ceux sur la Constitution européenne il y a une dizaine d'années à ceux qui parlent, qui évoquent aujourd'hui les institutions de la zone euro et les questions de politique économique. Tout ça pour dire que il y a un enjeu, une difficulté particulière à parler de démocratie dans l'Union européenne parce que construire ça comme un objet de recherche, construire ça comme un objet pour la connaissance n'est pas complètement évident. C'est un objet évidemment qui appartient d'abord d'une certaine manière au débat public. On voit bien, étant en pleine campagne électorale, que la question de savoir si l'Europe est démocratique, la mesure dans laquelle on peut considérer qu'elle l'est, la question du déficit ou de la crise des institutions européennes, c'est d'abord ça borde d'abord sur le mode de l'échange politique, normatif. Donc on est sur un terrain mouvant parce qu'on se retrouve immédiatement dans le jeu politique, le débat public, et du coup, on a une certaine difficulté à construire un objet de recherche autour de ça. Je le dis d'autant plus que sur la question européenne et sur la question de la démocratie européenne, il y a toujours eu beaucoup de porosité entre les débats politiques et les débats académiques. Les universitaires ont souvent été des protagonistes même des débats politiques européens. Si on revient à des figures comme Paul Reuter, puisque dans la faculté de droit, Paul Reuter qui était donc le jurisconsulte, qui était le bras droit en quelque sorte de Jean Monnet, de Robert Schuman dans l'écriture du traité de Paris. Bon, c'était à la fois effectivement un professeur de droit international et un expert investi, engagé dans... Et on pourrait faire une longue histoire de cette porosité entre les débats politiques et les débats académiques. Donc il y a nécessité, quand on commence à évoquer ça dans une enceinte universitaire, à bien essayer de faire le départ, le partage des choses. Et je pense que dans la question européenne, c'est tout particulièrement difficile, mais tout particulièrement nécessaire. Autre préalable, évidemment incontournable, c'est d'indiquer que la question démocratique, évidemment, c'est une question qui, en quelque sorte, obsède aujourd'hui l'Union européenne. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de régimes politiques, en tout cas en Europe, qui est à la fois à ce point réfléchi à son niveau démocratique, à ses standards démocratiques, que l'Union européenne, depuis au moins une vingtaine d'années, depuis le cycle de réforme des traités qui a été engagé à partir, mettons, du traité de Maastricht. On peut rappeler que la question de la démocratie était totalement absente, ce n'était pas du tout l'enjeu d'ailleurs, de la communauté économique européenne. Le mot démocratie n'apparaît pas dans le traité de Rome, par exemple. L'émergence de la question démocratique au sein de l'Union, enfin des communautés européennes, remonte au début des années 70. Il y a un rapport, je le dis en plus puisqu'on est ici, je suis ici à l'invitation de juristes, d'un rapport Vedel du début des années 70 qui avait été commandé par la Commission européenne, qui est un rapport qui justement dresse, peut-être c'est un des premiers rapports qui dresse justement un constat assez alarmiste sur le fait que, à travers le transfert de compétences vers l'Union européenne, on dépossède les parlements nationaux et que donc la question démocratique se trouve au cœur de la question européenne. Et puis depuis
vous le savez, la question n'a plus cessé de se poser. Alors, comment faire du coup pour se poser des questions de recherche sur cette question démocratique? Bon, il y a sans doute un certain nombre de façons. Moi, j'ai procédé en essayant de me poser, d'utiliser les outils classiques de la science politique, de la sociologie politique. Mon objectif ici n'est pas de dire si l'Europe est ou n'est pas démocratique. La question est plus une question d'essayer de penser à des indicateurs à partir desquels on peut réfléchir à cette question-là et de penser, du coup, formuler un ensemble d'hypothèses de ce point de vue-là qu'on peut discuter ensuite. Moi, mon hypothèse, construite à partir de travaux justement de sciences politiques sur le mode de fonctionnement du système politique européen, c'est qu'il y a sans doute beaucoup de façons de s'interroger sur justement la démocratie dans l'Union. Une hypothèse que je formule serait qu'il y a, notamment donc dans ce livre « Démocratiser l'Europe », une forme d'insensibilité relative du système politique européen aux effets du vote. C'est une façon de poser la question de la démocratie. Il y a sans doute beaucoup d'autres façons de questionner un ensemble d'institutions, un système politique au regard de la démocratie. On aurait pu s'interroger sur le caractère plus ou moins inclusif, par exemple, du processus de décision. Bon. Moi, l'angle par lequel, je voudrais poser le problème ou interroger cette question, c'est finalement quels sont les effets du vote sur à la fois l'orientation des politiques publiques de l'Union européenne, dans quelle mesure un vote a des effets, oriente, réoriente, affecte le cours des politiques publiques européennes. Et deuxième élément, dans quelle mesure cela intervient, cela a des effets, encore une fois, sur le choix des dirigeants européens. En quelque sorte, c'est une question de savoir quelle est en quelque sorte l'onde de choc du vote sur la politique, enfin d'un vote, des votes européens sur la politique européenne. Et mon hypothèse, c'est que je voudrais développer ici, c'est que cet effet du vote est relativement faible dans les espaces politiques européens. Très rapidement, sur cette forme d'insensibilité relative, j'évoquerai trois types d'élections. D'abord, les élections parlementaires européennes. Ces élections parlementaires, finalement, ça a été montré par un ensemble de travaux, ces effets sur, encore une fois, les cours des politiques publiques, notamment des grandes politiques publiques européennes, c'est-à-dire les politiques autour du marché, les politiques autour de la concurrence. Ces élections parlementaires européennes ont finalement un effet relativement limité. Il y a un ensemble de mécanismes sur lesquels je ne vais pas revenir. Le fait que le Parlement européen est une enceinte co-gérée par le Parti populaire et le Parti des socialistes et démocrates européens. Le fait que le Parlement européen est une institution qui en quelque sorte fait bloc pour jouer son influence face à la Commission dans le processus législatif et donc de ce fait est amené dans une certaine mesure à dépolitiser pour construire des coalitions en son sein qui lui permettent de peser et de faire contrepoids face à la Commission européenne. Le fait aussi, pour changer d'institution, que la Commission européenne est une institution qui n'a pas de majorité en quelque sorte. Il n'y a pas de majorité au pouvoir à la Commission européenne. Il y a un président de la Commission. Alors, on pourra discuter du fait qu'il est aujourd'hui choisi selon des procédures qui mêlent à la fois le vote parlementaire européen et un choix par les chefs d'État. Bon, ça c'est une autre question, mais la Commission, le collège des commissaires, c'est une institution
dans laquelle on trouve aujourd'hui comme hier, aujourd'hui en majorité de droite, hein, mais des représentants de la gauche, Pierre Moscovici par exemple, des libéraux, et évidemment, en l'occurrence, des conservateurs, comme c'est le cas en majorité aujourd'hui. Donc là aussi, on ne peut pas dire qu'il y a un effet majoritaire sur ces institutions. De la même manière, si on considère les votes nationaux, c'est-à-dire voilà, les élections présidentielles, législatives des différents pays européens, selon leur système politique, il me semble que, justement, une des énigmes un petit peu, c'est qu'effectivement, les votes nationaux ont relativement peu d'effet sur le cours des politiques européennes. Alors là, il faudrait de nouveau réfléchir, parce que c'est pour ça que je parle d'énigmes, c'est réfléchir aux raisons pour lesquelles, aux mécanismes par lesquels, effectivement, des votes nationaux voient leurs effets relativement amoindris hein, à partir du moment où ils entrent en quelque sorte en contact avec le champ des pouvoirs européens. On pourrait prendre un exemple qui est celui de François Hollande s'engageant pendant la campagne présidentielle de 2012 à renégocier le traité budgétaire. Alors on peut dire aussi bien qu'il n'en avait jamais eu l'intention, mais partons du principe qu'il souhaitait effectivement renégocier le traité budgétaire en 2012. On voit bien la manière dont, pris dans un ensemble de jeux complexes qui caractérisent la prise de décision européenne, et notamment le couple franco-allemand, pour prendre un exemple, mais aussi le rôle qu'ont les bureaucraties économiques au sein de l'Eurogroupe, par exemple, pour forger des accords, tenir un peu des politiques, eh bien, on a là peut-être un exemple, on pourra en trouver d'autres, on pourra en discuter, justement du fait que des votes nationaux, une fois qu'ils entrent en quelque sorte en contact avec le champ politique européen, eh bien, voient leurs effets amoindris, nuancés, etc. C'est comme s'il y avait une sorte de multiplicité d'amortisseurs, de stabilisateurs automatiques, comme diraient les économistes, qui, en quelque sorte, limiteraient l'onde de choc, on pourrait dire, que peuvent avoir des votes. Évidemment, le cas de la Grèce aussi, dans la crise justement de la dette grecque, à la fois donc l'arrivée de Syriza au pouvoir et les débats qu'il y a eu pour savoir est-ce qu'un vote allemand vaut plus qu'un vote finlandais ou la volonté donc de l'électeur allemand vaut plus que la volonté de l'électeur grec ou plus que la volonté de l'électeur finlandais, avait débouché sur le fait que effectivement aucun vote en quelque sorte national ne pouvait véritablement faire la politique de l'Eurogroupe par exemple vis-à-vis de la Grèce, certainement pas celui de la Grèce, quand bien même il aurait été le dernier vote exprimé en quelque sorte, parce que justement aucun vote national n'aurait la légitimité pour décider des politiques européennes. Ce qu'on peut comprendre par une forme d'égalité entre les votes, mais qui a pour effet aussi, me semble, justement de bloquer les effets politiques que peuvent avoir les votes nationaux sur l'Union européenne. Le cours de l'Union européenne. Bon, je pourrais aussi parler des référendums. Là, je pense que la question est effectivement ouverte, mais je laisse ça pour la discussion. Alors, du coup, ma question, justement, à partir de ces éléments, c'est de comprendre cette relative insensibilité des votes plutôt des politiques européennes au vote, et cette forme ces multiples amortisseurs et stabilisateurs, d'où vient en quelque sorte cet élément. Alors, pour répondre à cette question, ce qui est finalement celle qui m'a conduit à écrire ce livre, justement, j'utilise un ensemble de travaux. C'est pas du tout un travail pour écrire un petit livre en fait de 100 pages, qui est comme ce travail Démocratiser l'Europe. J'aurais jamais osé en quelque sorte l'écrire sans avoir écrit d'autres ouvrages de recherche, je dirais plus pointus auparavant, et sans m'être appuyé sur un ensemble de travaux en histoire, en sociologie politique, en droit aussi, sur l'Union européenne, les mécanismes de décision, mais aussi son histoire. Et effectivement, moi, je suis parti du principe qu'il y avait peut-être une singularité européenne
qu'il fallait saisir et que peut-être l'histoire, une socio-histoire de l'Europe, de ce centre politique qui s'est formé depuis 60 ans, justement, presque exactement, justement permettait d'éclairer sur cette relative insensibilité au vote. Je pense que le détour par l'histoire est d'autant plus utile que les mots par lesquels on désigne l'Europe, par lesquels on la décrit, sont quand même souvent des mots, bon, comme souvent d'ailleurs en politique, des mots un peu piégés, hein, parce que ce sont des mots qui ont été construits dans les traités, dans les déclarations des chefs d'État, dans une large mesure. Je pense à des mots comme société civile, espace public, européen chaque fois, parti politique, européen, parlement européen, gouvernement même parfois européen quand on parle de la Commission. Ce sont des mots qui sont utilisés pour décrire, évidemment, mais qui laissent à penser que, évidemment, il y aurait une forme d'équivalence entre ce que c'est un parti politique en France, en Allemagne, et ce que c'est qu'un parti politique dit européen, ou entre un espace public. Donc on a mis beaucoup de mots très politiques dans la façon dont on parle de l'Europe, dont on la décrit. Et ces mots très politiques nous biaisent un petit peu, il me semble, pour comprendre quelque chose qui est très singulier dans la politique européenne, qui est que c'est une politique qui a été construite, et c'est ça que l'histoire nous enseigne, l'historiographie, une politique qui a été construite sur quelque chose de très singulier, qui est la construction d'abord et avant tout d'un marché. Hein, ce vocabulaire très politico-centré, autour de, comme si on avait une sorte de projection de tous les gros mots, en quelque sorte, de la démocratie nationale au niveau européen, nous laisse à penser qu'il y aurait là et donc une démocratie comme les autres, ou en tout cas un système politique comme les autres, alors même qu'on voit bien que les partis politiques européens n'ont pas grand-chose à voir, hein, ils sont très faibles en réalité. Je ne dirais pas que c'est des coquilles vides, mais ils réémergent essentiellement à l'occasion des élections européennes. Donc ce sont des partis politiques intermittents dans une certaine mesure. Je ne sais pas, l'espace public européen, on voit bien que ça n'est pas un espace public démocratique, c'est un espace public spécialisé autour des politiques publiques européennes, ça la science politique l'a bien montré. On pourrait dire la même chose de la société civile européenne, c'est pour beaucoup une société civile des circulants, des transfrontaliers, des étudiants Erasmus, d'une certaine société civile européenne qui effectivement existe, mais qui mérite d'être précisée. Donc tout ça fait qu'on a des mots, les mots sont un petit peu piégés, ils nous font peut-être pas regarder au bon endroit, du coup on a l'impression de loger le pouvoir européen justement dans des institutions classiques de la démocratie représentative. Or, dans une certaine mesure, le pouvoir européen, il se loge autour des institutions qui ont forgé en 60 ans le plus grand marché, et pas le marché au sens de ce phénomène soi-disant spontané, en quelque sorte que l'économie néoclassique a à l'esprit, mais le marché comme l'avait défini par exemple Polanyi, l'historien, c'est-à-dire la construction d'une institution avec des règles d'échange, des règles d'entrée, des règles de fonctionnement. Donc moi, ce que je souhaite montrer en quelque sorte, c'est, à travers ce détour historique que j'opère dans le livre, c'est de revenir à cette histoire de la construction de la politique européenne à travers la construction d'un grand marché. Parce qu'il me semble qu'on a un peu perdu de vue que finalement cette première étape, qui a été la grande étape qui consistait justement à cette première politique publique européenne en quelque sorte, qui consistait à justement construire un marché unique. Ça a pris beaucoup de noms, marché commun, marché unique. Ce marché-là, la construction de ce marché-là, n'est pas seulement une étape, n'est pas seulement la première politique publique européenne. Moi, je défends le fait que, avec d'autres, que c'est aussi là, que c'est aussi défini un modèle politique singulier. Que, en fait, en construisant le marché, on a peut-être trop regardé le marché, on n'a pas regardé les institutions politiques qui se sont définies autour de ça. Et ce sont des institutions politiques d'un type particulier, ça les
les juristes nous le disent bien, que peut-être en partie, de manière différente de ce que le traité de Rome peut-être initialement indiquait, parce qu'après tout le traité de Rome c'était un traité qui ne se voulait pas supranational, qui ne se voulait pas comme le traité de Paris, justement pour éviter les mêmes déconvenues de la CED, de la Communauté économique de défense, etc. Donc ça n'était pas un traité a priori qui donnait des grands pouvoirs aux institutions supranationales et aux institutions, je dirais, techniques, comme l'avait fait le traité de Paris autour, donc en 1951, autour de la haute autorité, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la construction de ce marché, à partir des années 60, a vu deux institutions particulièrement à la manœuvre qui se sont construit un rôle politique majeur. C'est la Commission européenne et non, justement pas le Parlement européen, la Cour de justice de l'Union européenne. Que c'est autour de justement cette construction bureaucratique et judiciaire et juridique du marché qu'a émergé progressivement un gouvernement, on va l'appeler gouvernement, de l'Europe, enfin des communautés européennes. En fait, c'est-à-dire que c'est justement autour de ce que un collègue communautariste de droit de l'Union, Loïc Azoulay, a appelé un constitutionnalisme de marché, a émergé justement une nouvelle définition de cette politique européenne. Qu'est-ce qu'il entend par constitutionnalisme de marché? C'est justement une certaine interprétation des traités qui est construite autour de l'identification d'une logique fondamentale qui est que ces traités, aussi divers soient-ils, parce que le traité de Paris, le traité de Rome, encore une fois, étaient assez différents, puis il y avait pas mal de politique dedans, si on y regarde de près, eh bien, c'est d'abord et avant tout la construction d'un marché et autour de 4 libertés de circulation et la liberté de concurrence. Et ça, c'est l'aspect constitutionnalisme de marché. Et l'aspect constitutionnalisme, c'est que ces traités ne sont pas des traités comme les autres, mais ils sont des traités constitution, des traités qui définissent de facto, comme le dira ensuite la Cour, une constitution. Tout ça pour dire que c'est autour de ce qui se construit entre la Commission, qui invente les premières politiques de la concurrence, par exemple, qui sont très supranationales, et de la Cour de justice, qui construit cette doctrine, là aussi très supranationale, d'un fédéralisme juridique. On pourra rentrer dans les détails si vous voulez, j'ai écrit pas mal d'articles sur cette histoire-là. Justement que c'est défini une politique européenne autour de des décisions de justice et des règlements de la Commission. D'une certaine manière, l'autonomisation la construction de l'Europe par rapport aux États, elle s'est jouée justement autour de cette grande cause du marché, de la construction du marché. C'est d'ailleurs dans cette mesure-là que les États, pour faire vite, ont accepté de laisser des compétences à l'Europe, dans la mesure où c'était quelque chose qui ressemblait à la modernisation des marchés, des économies européennes, et dans la mesure où justement ça apparaissait pas comme pleinement politique. Et évidemment, la crise de la chaise vide des années 60 avait marqué un certain nombre de limites sur la capacité de l'Europe à entrer vraiment dans ce qui s'appelle la symbolique politique, dans les compétences aussi pleinement, habituellement considérées comme politiques. Et donc le marché, c'était finalement l'espace dans lequel ces institutions, Cour de justice et Commission européenne, pouvaient pleinement, dans une certaine mesure, en accord avec les élites nationales, construire et autonomiser politiquement l'Europe. De fait, dis-moi quand j'arrive que je me conduise vers la conclusion. Quinzaine de minutes, d'accord, très bien. Donc c'est autour de ces institutions, Cour de justice et Commission européenne, que se construit une forme d'autonomie et une forme de capacité aussi politique de l'Europe. Parce que c'est autour, du coup,
justement des institutions qui définissent le marché, l'accès au marché, les conditions d'accès au marché, que l'Europe progressivement acquiert une capacité politique. Si je devais aller jusqu'à la période très contemporaine, où est-ce que l'Europe fait en quelque sorte peur? Où est-ce que l'Europe a effectivement une capacité politique qui impressionne, entre guillemets, de Poutine à Barack Obama ou Donald Trump? C'est justement sur sa capacité à réguler un marché qui est le plus grand marché mondial. Je dis d'ailleurs Poutine, Trump, mais je pensais aussi à Google, à Microsoft, à Apple, c'est-à-dire les grandes multinationales, les grands États, savent que que la capacité politique européenne, elle se loge dans sa capacité de réglementation du marché, sa capacité à contrôler. Alors ça peut être dans les traités commerciaux dont l'Europe, que la Commission négocie. Je pense que ce n'est pas complètement un hasard que Poutine ait engagé le conflit ukrainien au moment où, et sur la base d'un traité de libre-échange que construisait l'Union européenne avec l'Ukraine, parce que, justement, je pense qu'en fin politique, il a sans doute vu l'enjeu politique qu'il y a autour de ces règles de marché et de libre concurrence. Donc, ça peut être les traités de libre-échange, mais ça peut être aussi effectivement l'accès au marché, par exemple, de Google, d'Apple et de Microsoft, et tout le contentieux devant la Cour de justice autour du droit de la concurrence le montre, et montre aussi la capacité politique à l'Europe, justement, dans ces situations-là. Donc, je pense que c'est sur ce terrain-là, dans une certaine mesure, que s'est construit une forme d'autonomie et une forme de capacité politique de l'Europe. Évidemment, par la suite, non, je vais terminer sur ce point parce que je n'ai pas été suffisamment précis. Le deuxième point autour de ça, c'est évidemment la construction d'un marché, mais du coup, en creux, la constitution d'un ensemble d'institutions politiques qui portent ce projet, des bâtisseurs de marché, la Cour de justice et la Commission européenne. Puis plus tard, dans le cadre de l'union monétaire, et donc en quelque sorte du marché monétaire, de la construction de ce marché monétaire, eh bien, la Banque centrale européenne. Moi, j'insiste beaucoup dans le livre sur justement le rôle de ces institutions indépendantes. En fait, ce qui est très frappant ici, c'est que ce sont des institutions qui se sont construites historiquement à la marge, voire plutôt à l'extérieur du champ de la démocratie, de la politique représentative, on va dire, qui ont porté justement la construction de ce marché et de cette entreprise, donc politique au sens large. Et elles l'ont fait dans une certaine mesure, justement, à partir d'une revendication de leur capacité à incarner l'intérêt général européen. Un lien, en quelque sorte, s'est construit, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai un peu travaillé ces derniers temps, entre leur indépendance, le fait d'être extérieur au jeu démocratique, et leur capacité, alors jeu démocratique à la fois, je dirais au sens large, c'est-à-dire à la fois le jeu des États et de la politique des chefs d'État, et le jeu des partis de la politique représentative. Le lien entre indépendance et intérêt général européen. La capacité que leur donne le fait d'être indépendant, d'atteindre, en quelque sorte, une vue qu'aucun des membres nationaux ou aucun des partis ne serait capable d'obtenir, parce que, justement, l'indépendance se voit, et là, le droit, la science politique ont contribué à consolider un peu cette idée-là. L'indépendance est dotée d'un certain nombre de fonctions. Par exemple, c'est parce que la Commission est indépendante qu'elle peut protéger les petits États. C'est parce que la Commission est indépendante, c'est parce que la Banque centrale est indépendante qu'elle peut conduire une politique d'anti-inflation stable et cohérente. C'est parce que la Cour de justice est indépendante qu'elle peut juger de manière impartiale et juste, etc., etc. Et donc, tout ça pour dire que la notion d'indépendance
est devenue une notion clé, moi il me semble, de la politique européenne. C'est-à-dire que les institutions qui se sont vues accorder une sorte de capacité à incarner l'intérêt général européen sont des institutions qui sont placées en quelque sorte à la périphérie du champ de la politique représentative. Et ça s'est fait aussi par le fait que ces institutions se sont dotées d'une forte expertise, d'une expertise supranationale en quelque sorte, qui en a fait aussi, qui a un peu à équiper, si vous voulez, leur prétention à incarner l'intérêt général. Ça veut dire, par exemple, que c'est à la Commission qu'on a, ici d'ailleurs Philippe Aldrin a beaucoup travaillé là-dessus, votre collègue, ici à Aix, c'est la Commission qui a créé l'Eurobaromètre, hein, avec cette idée de construire un point de vue de l'opinion publique européenne que la Commission, au moins initialement, pouvait incarner contre la volonté des États et justement une vue authentiquement européenne de l'opinion publique. C'est à la Commission qu'est né CELEX, aujourd'hui ça s'appelle Eurlex, vous devez connaître si vous faites du droit européen, c'est-à-dire une base de données unifiée qui fait exister en quelque sorte le droit européen comme un droit a priori conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, hiérarchiquement supérieur, s'appliquant directement dans les États, etc. Je pense aussi aux statistiques monétaires et économiques qui sont produites notamment à la Banque centrale européenne et les modèles économétriques dont seule la Banque centrale européenne a le secret et qu'elle ne divulgue pas, et d'ailleurs que la Cour de justice ne demande pas à la Banque centrale européenne de divulguer, qui sont comment la Banque centrale européenne construit ses prévisions européennes, ses prévisions économiques et monétaires européennes. Et là aussi, on voit bien comment l'expertise et la capacité de connaissance et d'analyse de ces institutions vient en renfort, en quelque sorte, de leur revendication d'être à un point privilégié d'observation de la politique européenne et donc aussi un point privilégié pour conduire la politique européenne. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Moi, ma thèse, c'est que, d'une certaine manière, si on repart de cette généalogie-là, cette construction du marché, ces institutions qui l'incarnent, on comprend aussi progressivement comment une politique s'est construite autour de ces institutions indépendantes et expertes. C'est-à-dire que, évidemment, la société civile européenne dont on parlait tout à l'heure, c'est une société civile qui s'est d'abord construite dans le prolongement des politiques publiques européennes, et notamment de ces politiques publiques de construction du marché, et que cette construction du marché, eh bien, elle implique un certain type d'acteurs. Ce sont ce qu'on appelle à Bruxelles des policy officers, ce sont des avocats aussi, ce sont des lobbyistes, ce sont des militants des ONG, mais souvent eux-mêmes formés aux études européennes ou formés au droit européen, etc. Et donc, en quelque sorte, dans le prolongement de ces institutions, a émergé un espace public, mais un espace public spécialisé, un espace public des politiques publiques. Ça, un certain nombre de travaux, notamment de Philippe Aldrin, encore une fois, ou de Nicolas Huber, l'ont également montré, que finalement, ça n'est pas un espace public démocratique au sens classique, mais c'est un espace public spécialisé qui s'est construit avec des propriétés particulières. C'est pour ça que j'avais commencé par dire que c'était bien de faire de l'interdisciplinaire quand on parle d'Europe, parce qu'effectivement, c'est autour du droit, de l'économie et de la science politique, et du droit de l'Union, bien sûr, de l'économie européenne et de la politique européenne que s'est construit aussi le profil de ces professionnels de l'Europe qui gravitent aujourd'hui à Bruxelles, mais aussi dans les capitales nationales, autour de l'objet européen. Et de manière assez frappante, des travaux qui montrent bien comment, par exemple, ceux d'Anne-Catherine Wagner, sociologue sur les syndicats européens, sur le syndicalisme européen, comment l'Europe attire à elle, y compris dans des groupes qui sont finalement pas a priori des groupes experts, mais d'abord des groupes militants, elle attire à elle des individus, des représentants qui ont des propriétés pertinentes, efficaces au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que quand la CGT ou la CFDT choisit en son sein ceux qui vont aller la représenter dans les couloirs de la Commission,
elle choisit ceux qui ont les propriétés les plus proches du champ du pouvoir européen, c'est-à-dire souvent des gens qui soit ont des itinéraires très européens, cosmopolites européens, soit ont des diplômes en droit, un niveau de diplôme en tout cas supérieur à leurs collègues permanents syndicaux, etc. Et d'une certaine manière, donc, renforçant aussi les contours de cet espace public très spécifique qui s'est construit autour de l'objet politique européen. Tout ça pour dire qu'évidemment, cela construit entre ces institutions indépendantes, donc construites pour justement être à l'extérieur de la politique représentative, et cet espace public très spécifique, très spécialisé, qui se construit avec justement des professionnels qui ont des propriétés que j'ai indiquées rapidement, eh bien, on est peut-être, enfin, on tient peut-être quelque chose sur la singularité de cette politique européenne, qui, c'est encore une fois, n'est compréhensible que si on voit qu'elle s'est construite autour du marché. On pourrait dire, parfois, je pense qu'il serait presque plus utile de parler d'éconopolitique européenne, tellement c'est lié. Alors, c'est peut-être pas très joli, mais c'est pas moi qui comment dire, construit ce mot, c'est Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, qui disait l'Europe, c'est une éconopolitique. Et d'une certaine manière, vu justement les liens entre le marché et la construction de cette politique, c'est vrai. Mais surtout, on comprend du coup, il me semble, enfin je vais très vite, hein, on comprend du coup, il me semble, la relative insensibilité de cette politique européenne construite autour du marché, construite autour d'institutions indépendantes et construite autour d'un espace public spécialisé où finalement, je pourrais revenir là-dessus dans la discussion, je crois qu'il faut peut-être que j'arrête, où finalement la politique représentative a toujours eu une place secondaire, même si beaucoup d'efforts ont été faits, notamment dans la révision successive des traités pour essayer de construire un maximum d'outils institutionnels pour ouvrir en quelque sorte ce champ du pouvoir européen au jeu de la politique représentative. Et en même temps, on voit bien, bon, après 5 traités de Maastricht à Lisbonne, toutes les limites de ces réformes institutionnelles, y compris la dernière sur l'initiative citoyenne européenne, la difficulté à ouvrir justement cet espace des institutions européennes et d'une certaine manière, effectivement, la gouvernance de la zone euro porte cette logique-là à un niveau encore plus marqué, autour notamment de l'Eurogroupe, structure qui n'est pas reconnue dans les traités, enfin qui n'est que nommée en quelque sorte dans les traités, qui ne répond pas devant le Parlement européen ni devant les parlements nationaux, qui existe en quelque sorte sous le radar, mais qui prend des décisions, même si ce n'est pas au sens juridique des décisions, mais on sait bien qu'une bonne partie des décisions ensuite prises par le Conseil des ministres des 27, 28, sont déjà préparées, et plus que préparées, quand elles concernent la zone euro, par l'Eurogroupe, et l'Eurogroupe étant la réunion évidemment des ministres des Finances aujourd'hui, mais aussi dans les structures de préparation de la BCE, les organes préparatoires, le Comité économique et financier, etc., la BCE, la Commission européenne, et évidemment les ministres des Finances, et donc les administrations économiques nationales, mais évidemment sans que les parlements européens ou les parlements nationaux y soient associés. Donc voilà, tout ça pour parler un peu de ce que ce livre raconte sur ce que j'estime, et à partir encore une fois de travaux universitaires dont on peut discuter, une forme de pente structurelle de la politique européenne qui peut conduire à penser qu'il y a cette forme d'insensibilité relative au vote et à la politique représentative. Merci de votre attention.